Alors, je me présente donc Vincent Présumé, je viens de Moulins. Quant à moi, j'ai été mis de moi-même en dehors du Parti Socialiste en 2008 pour cause de candidature avec le Front de Gauche aux élections régionales à l'époque. J'anime un blog avec un camarade ici présent, plus fort, voilà, qui s'appelle Argument pour la lutte sociale. Et on est bien content d'être là aujourd'hui, évidemment. Je crois qu'il ne faut pas que tous ensemble nous sous-estimions la portée de la journée d'aujourd'hui, parce que certes il y a eu plusieurs événements politiques, proclamations diverses depuis les présidentielles, mais la réunion d'aujourd'hui c'est la première à être sur un terrain qui est explicitement de rupture avec le macronisme et tout ce qui a conduit au macronisme, et en même temps de continuité avec les traditions démocratiques du mouvement ouvrier. C'est la première initiative qui réunit ces deux conditions, ce qui en fait, je pense, toute l'importance. Alors, je ne vais pas causer longtemps, parce que, bon, voilà, il faut que tout le monde cause, mais il y a trois choses que je voudrais rapidement dire. À mon avis, un élément tout à fait fondamental à ne pas perdre de vue et qu'il faut bien afficher, c'est la nécessité de préparer l'affrontement pour en découdre avec Macron. Je pèse les mots parce que cet affrontement n'est pas possible au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, on le sait, mais en même temps, afficher clairement la volonté d'aller vers ça me paraît nécessaire, et cet affrontement sera social et pas seulement électoral, mais il dépend de conditions politiques. Ce qui me conduit au deuxième point, c'est la perspective, qui fait que je suis là d'ailleurs, d'une fédération unitaire de la gauche reposant explicitement sur la démocratie et le pluralisme des courants. Élément tout à fait fondamental. On a besoin de partis démocratiques, c'est-à-dire qu'il faut rompre avec les partis bureaucratiques, il faut rompre aussi avec la fausse réponse aux partis bureaucratiques, à savoir la réponse des ligues plébiscitaires. Bon, suivez mon regard, hein, tout le monde aura compris, je suppose. De ce point de vue, il est logique que la France insoumise n'ait pas voulu venir de leur point de vue à eux, parce que, alors il faut les inviter, hein, mais toute participation de camarades de la France insoumise dans un cadre démocratique unitaire va explicitement à l'encontre de ce sur quoi et pourquoi a été fondée la France insoumise, en rupture avec ses traditions et ses principes-là. Ce qui d'ailleurs a déjà conduit, à mon avis, à l'élection de Macron. Hein. Sinon Mélenchon serait président aujourd'hui, on aurait d'autres problèmes à gérer. Mais bon, voilà. Donc, si les prémices affronter Macron, débat démocratique sont réunis, le reste arrive. Alors bien sûr, débat sur l'Europe fédérale, débat sur le revenu universel, débat sur, que sais-je, la loi de 2004 sur le port du voile, etc., etc. Tous les débats sont aussi permis et nécessaires, mais ils n'auront de sens que s'il y a ces deux bases. La lutte de classe contre Macron et la démocratie entre nous. Voilà. Oui, Didier Lassauzet, je viens de Châlons-en-Champagne, et que je me mette debout, et GDS. Ah, pas il filme. Plusieurs points par rapport à l'intervention de préambule. Les questions qui ont été assez peu abordées dans ton intro, c'est toute la question économique au sens large, avec tout ce que ça comporte, à la fois de création de richesses notamment, mais alors tu as un peu évoqué par rapport aux questions environnementales, mais il y a toute la question énergétique derrière, évidemment, et qu'est-ce qu'on devrait construire, fabriquer, donc ça me paraît assez important, et y compris dans le cadre européen, on voit bien que, notamment tout ce qui est l'économie numérique, j'y reviendrai, au niveau franco-français, ça paie un peu juste par rapport aux forces actuelles, et donc on a effectivement des questions par rapport à ça, et la question économique me paraît assez importante. Quel système productif, vraie interrogation aujourd'hui, y compris par rapport à la politique de Macron, mais plus globalement. Le deuxième point qui me paraissait important, et que tu n'as pas évoqué non plus, mais c'est normal, hein, c'est toute la question de l'État. Alors je le dis ça parce que quand on regarde ce que fait Macron aujourd'hui, il est en train de, y compris si Macron n'est plus là dans 4 ans, enfin 5 ans, la question, il risque d'avoir transformé complètement l'État, et donc la société, vers un type plutôt anglo-saxon, pour aller vite, alors qui est pas neuf, hein, puisque les références sont quand même assez anciennes,
puisqu'il fait des réformes qui ont été faites dans des pays il y a une trentaine d'années. Et en même temps, il est sur ce qu'il appelle la société de confiance, alors qui fait référence notamment à un bouquin d'Alain Perfit de 95 de mémoire, ou quelque chose comme ça, donc qui n'est pas récent. Mais derrière, c'est toute une transformation du rôle de l'État, et notamment une des choses qui apparaît le plus dans le débat public, c'est tout le droit à l'erreur, c'est-à-dire que il n'y aurait plus de sanctions obligatoires quand on ne respecte pas les lois et tout, on a le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on a des choses, mais y compris, donc il y a un projet de loi là-dessus, mais plus globalement, on voit bien que c'est toute une façon de voir la société, de moins en moins de contraintes pour les entreprises notamment, et y compris, il va très loin, puisque dans le projet de loi, il y a même un endroit où le pétitionnaire fait, sur un dossier, il rédige la proposition de décision, quoi. Donc on voit bien qu'on est sur une autre mode de fonctionnement de l'État d'une façon globale. Et en même temps, moi je pense qu'il est en train de modifier la définition de l'intérêt général qu'on a en France. L'intérêt général qui était en France, qui pour aller vite transcende un peu les intérêts particuliers, il en fait plutôt quelque chose de la somme des intérêts particuliers. Et donc on privilégie l'intérêt particulier, alors de certains évidemment, par rapport au reste, et c'est ça qui l'emporte dans la définition des politiques publiques. Et donc ça, c'est relativement inquiétant en termes de démarche et de construction des politiques publiques au sens large, et de construction du service public derrière, mais pareil, là, pas que les administrations. Donc je pense qu'on a intérêt à travailler sur cette question, parce que ça risque de rester après Macron, même s'il s'en va, s'il s'est mis en place. Et évidemment, ça se fait dans son idée d'être un peu comme tout le monde, d'Europe plutôt fédéraliste, enfin, etc., mais dans le sens qu'il entend. Et à mon avis, donc, il faut qu'on regarde ça d'assez près. Et dernier point, mais qui n'est pas non plus petit, c'est tout ce qui concerne la révolution informationnelle. Donc tu as évoqué cette question un peu, mais forcément c'est très vaste. Donc il y a les effets sur la société. Alors en termes d'emploi, effectivement, personne ne sait très bien la suppression qu'il y aura. Par contre, on sait qu'il y aura des modifications. Y compris le gouvernement aujourd'hui travaille sur l'idée y compris l'État start-up, donc est aussi le titre d'un livre, il y a quelques années. Et par rapport à ça, il travaille aussi pour que, au terme économique, ça soit plutôt il défend les start-up et il veut faire de la France le pilote européen, notamment au niveau de l'intelligence artificielle. Et il cible 4 domaines qui devraient nous intéresser. Le premier, c'est les transports. Le deuxième, c'est la santé, donc c'est pas un hasard. Le troisième, c'est tout ce qui concerne la sécurité et la défense, donc il veut qu'on soit en pointe là-dedans. Et le quatrième, c'est l'environnement. Bon, on voit bien pourquoi. Donc là, il y a des choses à faire, mais en même temps, donc je vais pas m'étendre, je pourrais détailler plus que je bosse là-dessus, mais bon, le point qui me paraissait intéressant, c'est quelle prise en compte on a dans notre façon de faire de la politique, de ces questions, je dirais de la révolution informationnelle, comment on construit aujourd'hui des forces politiques, comment on intervient par rapport à cette question-là, comment on l'intègre, parce que notamment les jeunes générations, pour eux, c'est complètement intégré. Alors, quand même pas forcément très jeunes dans la salle, même s'il y en a quelques-uns. Et donc, pour eux, ça fait complètement partie de la vie, et il faut qu'on fasse attention à ne pas être en décalage, y compris dans notre façon de faire de la politique et dans notre façon d'aborder les choses. Oui, bonjour. Georges Martel, Corrèze, 50 ans de Parti socialiste, que j'ai quitté il y a 5 ans, parce que je voyais déjà venir les choses, et 20 ans de permanence au Ferrino. Je résume, je vois autre chose, mais... Et actuellement, je suis membre de GDS et Ticor et vice-président de la C6R, la Convention pour la 6e République, dont le président est Paul Aliès. Sur tes 2 aspects stratégiques et programmatiques, moi je suis d'accord avec ta vision. Moi je ne m'attacherai pas, si tu veux, au problème des mots et des comités de liaison collectifs nationaux ou fédérations, confédérations. Bon, ça c'est pas l'essentiel pour moi. L'essentiel c'est le contenu et la démarche, et l'essentiel c'est de travailler avec tous les gens qui sont maintenant en déshérence dans la gauche qui est totalement éclatée. Ça me paraît le point principal, ça me paraît le point essentiel si on veut que la gauche réexiste un jour
Donc, comité de liaison de la gauche, tout à fait. Alors, sur les thèmes, bien sûr, qu'on a cité 5 ou 6, qui peuvent faire partie de comment je dirais, cette démarche. Et l'idée, moi, qu'on a reçu le bulletin là, de passerelle me paraît bien conçu, me paraît bien aussi dire ce qu'on veut faire, des passerelles entre les différentes branches de la gauche, voilà. Alors, comme l'a dit Didier, on peut rajouter un certain nombre de choses. Moi, je mettrais l'accent, parce que j'y travaille beaucoup, sur la République et la démocratie, c'est-à-dire la 6e République, en gros. Hein. Et il y a un mot quand même un terme qu'il faudrait quand même qu'on creuse plus, qui a polarisé un peu tout le débat depuis cette année, enfin l'année dernière, c'est le problème de la laïcité. Je crois que là-dessus, il faut plutôt mettre un accent très fort sur ça. Voilà, et je termine sur une petite idée, comme ça, de proposition en passant. Moi, je souhaite que, bien sûr, cette démarche aboutisse rapidement, mais si elle pouvait aboutir déjà dans une première initiative qui aurait lieu en mai 2018, ça aurait un sens. Oui, bonjour. Pierre Ruscassi, je suis de Pau et je suis encore au PS pour quelques jours. Bon. Bayrou. Voilà. Bon, je voulais dire un mot sur la question de notre stratégie de reconstruire la gauche pour aboutir à une coalition, à une alliance, à une fédération de toute la gauche. Je crois que c'est important parce que depuis maintenant un siècle, depuis 1919, avec les 21 conditions d'adhésion à l'internationale communiste, la gauche à l'échelle mondiale est divisée en deux grands mouvement communiste, mouvement socialiste, qui se divisent eux-mêmes entre eux. Et c'est une des raisons qui explique, à mon avis, l'échec de la gauche durant ce siècle. Et la solution à ce problème-là qui nous est posée, c'est effectivement de revenir à ce qui était la tradition de la deuxième internationale à l'époque de Engels, de Rosa Luxembourg, etc. Et qui avait pour principe, pour être section de la seconde internationale, il faut que vous fassiez l'unité de la gauche sociale dans votre pays. Et en France, il y avait 5 groupes socialistes différents, petits groupes, et c'est en 1905 qu'il y a eu la fusion de ces 5 groupes et qui a donné la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Donc, je pense qu'il faut avoir clairement en tête que c'est revenir à cette conception-là d'un parti unifié toute la gauche. Pourquoi, d'ailleurs, cette conception est importante? C'est parce que si on veut que la gauche soit démocratique, il faut que tous les militants de gauche soient dans le même parti. Parce que c'est là qu'on peut débattre si on est dans le même parti. Si on n'est pas dans le même parti, on ne débat pas ensemble, on débat très rarement. Exemple personnel, je ne discute avec des militants des Verts, du Parti communiste ou d'autres, maintenant de France Insoumise ou de Génération, enfin Génération, je les connais davantage, mais je ne discute avec eux que lors des manifestations. En dehors de ça, c'est difficile d'avoir un débat organisé, où toute la gauche soit présente. Donc je pense qu'il faut retrouver ce qui était l'idée essentielle d'une gauche qui serait démocratique parce qu'elle serait unifiée dans un même parti. Maintenant, pour arriver à un parti unifié comme le serait comme sont en général les partis, c'est pas d'emblée qu'on y arrive. C'est pour ça que la question d'une fédération, d'une confédération ou d'une coalition est une voie de passage. Bon voilà, c'est une voie de passage. On peut discuter du mot. Je ne vais pas en discuter là. Mais quand même, c'est là l'axe qui, à mon avis, est important. Revenir à cette conception-là en pratique, reconstruire la gauche autour d'une confédération, d'une fédération, d'une coalition, d'une alliance, etc.,
c'est pas facile en temps normal. Et c'est pour ça que ça dure depuis un siècle, la division. Mais on a une occasion. Parce que la crise de la gauche qui se déroule à l'échelle mondiale doit être saisie pour justement changer de point de vue, changer de conception, changer de mode d'organisation de la gauche dans son ensemble. Et c'est possible maintenant, je le crois, grâce, bon, à toute chose malheur est bon, hein, grâce à la crise de la gauche, on peut se poser la question autrement et de revenir à un parti mixé de la gauche ou à une fédération. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire un petit mot de plus sur l'éradication du chômage de masse. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit un militant qui, par ailleurs, n'est peut-être pas à suivre, c'est Pierre Larouche-Duroux, quand il dit « retrouver la croissance, c'est impossible ». Avec la nouvelle situation, la croissance dans les services est moins forte, moins rapide qu'elle peut l'être dans l'industrie. Donc il faudrait une croissance d'au moins 2% par an pour commencer à créer des emplois. Et cette croissance de 2% n'est pas atteinte, au moins pas par les moyens néolibéraux. Et donc le chômage se développe à grande vitesse, pas par hasard, parce que c'est une volonté, puisque le chômage permet de faire baisser les salaires, donc faire baisser le coût du travail, etc. etc. Bon. Donc je pense que la bonne solution, c'est la réduction du temps de travail. 32 heures pour l'immédiat, c'est une bonne direction, un bon axe d'intervention. Merci. Bonjour. Je suis Gérard Doz, le Doz avec un Z à la fin, hein, comme Zorro et pas comme zèbre. Hein. Alors, je suis le catalan de l'étape. Hein. Vous reconnaîtrez aux couleurs que je porte un petit peu partout, hein, pour bien marquer d'où je viens. Alors, moi j'ai entendu, bon, il y a beaucoup, je fais partie du PS, je suis à GDS, et sur Perpignan, je participe aux travaux du M1717, Génération Punt S. Voilà. J'écoute tous ceux qui sont partis du PS. Alors je me dis toujours, quitter le PS, mais pour aller où? Quelle sera l'autre rive? Alors j'ai un petit peu peur que bon, si tu plonges, et tu te laisses, tu te laisses couler, flotter, vers où tu vas atterrir. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une autre rive à atteindre lorsqu'on quitte celle sur laquelle on a les pieds, voilà. Ensuite, ce serait intéressant de voir ce qui se passe dans les divers départements. Nous dans les Pyrénées-Orientales, on a un forum de social et un front de gauche. Le forum social et le front de gauche, le PS n'en fait pas partie parce que le PS n'a pas envie d'y aller. Et parce que si le PS y allait, le NPA s'en irait. Voilà. Et ensuite, bon, ce serait bien. Alors, je vais le dire, mais pas pour que ce soit fait, mais pour qu'on l'entende. Ce serait bien que l'on puisse discuter un moment de la question catalane de l'autre côté des Pyrénées. Voilà. Jean-Yves Lalanne, Pyrénées-Atlantiques, de l'autre côté. Première chose, je pense que une des premières violences du gouvernement Macron, c'est la suppression des emplois jeunes. Et 120 000, contrats aidés. Et donc, on pouvait penser qu'une telle attaque engagerait le mouvement syndical et permettrait une mobilisation large. Bon, c'était au moment de la lutte contre les ordonnances Macron. Mais en fait, absence de réaction du mouvement associatif, du mouvement syndical, ou même des collectivités qui embauchent qui emploient de nombreux contrats aidés. Pourquoi? Parce que justement, une attaque comme celle-là, elle était calculée, puisque le mouvement est éclaté, les contrats aidés sont surtout dans des associations et des petites structures. Et donc le mouvement syndical organisé, qui lui-même est divisé, n'était pas très implanté et n'a pas porté cette revendication. Donc c'est un vrai problème. C'est-à-dire la réaction contre les ordonnances Macron a fait flop, évidemment, mais déjà c'était un échec malgré les mobilisations de masse contre la loi El Khomri. Et même contre une attaque aussi violente, il n'y a pas de réaction. Donc il faut qu'on soit
attentif, oui, à l'unité de toute la gauche, mais aussi à l'unité du mouvement social, et être attentif à toute campagne portée par le mouvement syndical, et parfois elles ne sont pas portées, ces campagnes, ou le mouvement associatif, ou nous-mêmes susciter des campagnes sociales pour que le mouvement social puisse se mobiliser et se battre contre la politique de Macron en l'attente d'un débouché politique. Et dernière chose, sur les débouchés politiques, effectivement, on sait très bien qu'il y a eu des mouvements sociaux depuis des décennies, mais qui, dans un certain sens, même si c'était un échec, même s'ils ne débouchaient pas, c'était le débouché politique, c'était les élections présidentielles qui allaient permettre de battre la droite et donc de donner une majorité de gauche et donc de faire une politique, on l'espérait, de gauche. Or, on n'a même pas ça. Et effectivement, le problème, c'est que, mais ça a été déjà abordé, donc je vais être court là-dessus, c'est que tous les courants politiques ont une démarche identitaire. Alors, France Insoumise, bon, qui représente quand même une force non négligeable, mais c'est quand même que 450 000 clics, et, mais en termes de force organisée, bon, il y a les groupes d'appui, mais c'est peut-être 100 000, 120 000, allez, on leur donne... Mais le PS, c'était à peu près ça. 120 000. Alors, il y en a que, si on prend les chiffres, à la dernière convention, le dernier vote, c'est 20% de participation. Donc, c'est un signe aussi de l'écroulement de ce parti-là. Et la démarche de chacun, FI théorise, on le sait, on représente le peuple, on a le programme du peuple et on a le candidat du peuple, donc on ne va pas s'emmerder à organiser des débats avec des groupes, des groupuscules ou même avec le PS. La direction du PS actuelle et future théorise le fait que, bon, on va être seul, et donc ça va être plus clair. Et même Génération a une démarche, même si Benoît Hamon est moins raide dans l'expression publique que Jean-Luc Mélenchon, c'est une démarche de construction. Et les Verts, le PC, ça a été dit, se réfugie dans la préparation de son congrès. Et tout ça, donc, va à l'impasse. Et la démarche que l'on a, c'est pas un repli, et c'est valable aussi pour Gauche démocratique et sociale ou d'autres courants comme Ensemble, et puis j'ai pas cité tout le monde, c'est de ne pas se replier sur soi-même. La campagne centrale, à côté des mobilisations sociales et des campagnes sociales, c'est une campagne pour un front unitaire, une coalition permanente de toute la gauche, et c'est ça l'axe qui peut permettre de donner un débouché. Et nous aussi, dans le département, on a des camarades qui se disent, bon, on va aller où? Bon, on est d'accord avec vous, avec GDS, on est d'accord avec Génération, encore. Bon, Génération, c'est souvent des comités Théodule, et GDS n'est pas assez représentatif, on n'a pas eu de candidat au présidentiel, pas eu de candidat pour les primaires, et puis je peux décliner ça pour toutes les forces politiques. Mais la question clé, c'est la mise en place de ces comités permanents, mais on ne pourra pas le faire seul, c'est pas une force politique qui le décidera et qui pourra autoproclamer des collectifs unitaires, et on l'a vu avec Passerelle. C'était une tentative, comme l'appel des 100, il y a eu souvent des tentatives. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier, encore une fois, parce que c'est une nécessité, sinon tout va imploser, et la question de la démocratie ne sera pas posée, parce que les coalitions posent le problème de l'unité et de la démocratie. Pour les européennes, le danger, c'est que, comme c'est un scrutin proportionnel de liste au niveau national, les forces politiques les plus représentatives se diront bon, avec 2 députés, ça ira. Hein. Pourquoi on va s'emmerder à avoir 5 députés, puisqu'il faudra en donner 3 autres aux autres forces politiques. Mais pour les municipales, autre échéance, naturellement, il y aura une démarche unitaire. Et donc, il faut penser que là, des 600 000 élus, ce sont des relais d'opinion, les citoyens se poseront la question de l'unité. Donc, on ne sera pas tout seul, mais il faut poser dès maintenant la question de la coalition permanente de toute la gauche. Sinon, Macron vivra des faiblesses de la gauche et de sa division. Oui, bonjour, Jean-Luc Esbérard, je suis de Toulon et je suis jeune socialiste depuis le 11 septembre 1973. Donc j'ai connu Collonges jeune
à Lyon. Ce que je voulais dire par rapport à la recomposition de la gauche sur le phénomène Macron, moi il y a quelque chose qui me semble important. La classe ouvrière, enfin, ou ce qui ressemble à la classe ouvrière, en prend depuis 1984, depuis le tournant de nos camarades pour le libre-échange non régulé. Donc, le chômage, c'est connu, la douche froide, tout ça, c'est connu depuis 30 ans, et souvent au PS, on l'avait un peu oublié, hein, parce qu'on a parlé de tas de choses. Et donc, dans le Var, on le sait bien, puisque les quartiers populaires, il n'y a pas que les quartiers populaires, il y a aussi des officiers de marine, mais les quartiers populaires votent beaucoup au Front National. Et on s'en est foutu complètement. Hein. Donc moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que Macron, il passe à une étape, c'est la classe moyenne. Parce que il y avait toujours l'espoir que la classe moyenne, avec la montée des formations universitaires, la protection, les pauvres, les ouvriers, ils morflent, mais nous, on sera protégés. Et lui, il passe à une étape suivante, il attaque là-dessus. Parce qu'il y a des ingénieurs en Inde à 500 € par mois, hein, ils ne sont pas plus cons que les autres. Et donc, entre l'intelligence artificielle et les jeunes formés en Inde ou ailleurs, la classe moyenne est attaquée. Donc pour moi, ça crée à la fois une détérioration structurelle de la société et aussi une mise en cause de la démocratie, puisque c'est grâce à la petite bourgeoisie et à la classe moyenne que, en gros, ils arrivaient à tenir la situation au niveau électoral. Donc, il y a une nouvelle étape qui va être franchie. Et moi, je crois que tout ce qui est la reprise en main, que ce soit de la presse, tous les systèmes antidémocratiques qu'il est en train de mettre en œuvre, sont liés aussi au fait que bientôt, la classe moyenne va tirer le tapis sous la politique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens n'en ont pas encore pris conscience. On voit toutes les ordonnances Macron, c'est que le début des RCC, là, hein, des licenciements avec rupture collective. Bon, ça c'est... Là, maintenant, on va faire la monnaie, un vieux de 50 ans contre 2 jeunes en CDI de chantier. Bon, donc ça, nous, on le sait, mais quand les gens vont le voir à la fin du mois, ça va être autre chose. Alors, pour terminer, je pense que cette reconstruction, il faut la préparer. Moi, je pense que c'est un peu comme la campagne Russie. Macron est en train de gagner des batailles jusqu'à Moscou. Et c'est lui, hein, c'est pas nous, on n'est pas en état de le battre, c'est lui qui va se battre tout seul. Donc il faut se préparer. Ça sert à rien de dire demain matin on va faire une manif et on va gagner. Il faut que les gens soient prêts à nous suivre et nous préparer à agréger les classes moyennes au lieu de les laisser au Front National ou à une structure de ce type. Voilà. Je terminerai par une image positive, parce que c'est assez négatif ce que je dis. Il n'y a pas longtemps, j'ai une vigne autour de chez moi. On a fait un grand feu de branches parce qu'il pleuvait. Parce que dans le Var, on ne peut pas faire de feu quand il ne pleut pas. 3 jours après 3 jours de pluie, il y avait de la cendre. Et j'ai voulu porter la cendre avec ma brouette. Quand je lis pas le Marx, j'essaye de faire du jardinage. J'ai voulu porter cette cendre avec la pelle. Et 3 jours après, il y avait de la braise, bien rouge, sous la cendre. Donc moi, je crois, le PS, il est pourri comme le Roquefort. Mais c'est quand même ce qui servira. Voilà, et c'est ce qui resservira à faire repartir quand on sera débarrassé de tous les traîtres, à faire repartir le mouvement. Mais il faut donc on se prépare à avoir les gens avec nous et ne pas oublier cette mise en cause des classes moyennes et puis essayer aussi de pas oublier toujours les ouvriers. Merci. Bonjour, je m'appelle Karl Grünberg. Je n'ai jamais été membre d'un parti socialiste et je suis socialiste depuis toujours.
c'est-à-dire depuis bien longtemps, et comme je ne veux pas dire mon âge, j'en dirai pas plus. Je suis en France depuis 2 ans. J'ai été frappé par les positions, dans un premier temps, qu'a prise Filoche dans la mobilisation contre la loi Khomri. Et puis, je vous ai rejoint dans la campagne, dans ce qui préparait la campagne présidentielle de l'an dernier, parce que je trouvais que les positions qui étaient défendues par votre courant étaient les plus raisonnables. Je me reconnais dans plein de choses qui ont été dites aujourd'hui, avec plus ou moins de nuances, et donc je ne répéterai rien. Il y a une chose qui m'a frappé, 2 choses qui m'ont frappé, pourtant, qu'ont dit 2 camarades, et j'y reviendrai ici. L'une, c'est ce qui a trait à la suppression des contrats aidés. Dans mon département, la Meurthe-et-Moselle, je n'ai rencontré de gens qui militent que de gens qui militent autour de groupes de la France Insoumise. Je n'en ai pas rencontré ailleurs. J'ai participé à pas mal de réunions dans la perspective de la présidentielle. J'étais frappé par le fait qu'au sein de ces réunions, certains souhaitaient l'élection de Mélenchon, d'autres ne la voulaient pas, et ce n'était pas un facteur de divergence entre eux. Ce qui les unit, et ce sont presque tous de vieux camarades, ce qui les réunit, c'est l'existence de quelqu'un qui leur paraisse comme un porte-parole. Il n'y a pas de force organisée. Et au moment de l'affaire des contrats aidés, alors que dans les communes autour de moi, c'était une catastrophe parce que grand nombre de gens perdaient leur emploi, grand nombre d'associations étaient démantelées, tous étaient indignés. La seule chose qui a été tentée, c'est d'écrire une lettre au président via la députée de notre département de la France Insoumise. Il n'y avait pas de capacité d'agir sur le terrain. Ça m'a frappé. L'autre chose qui m'a frappé, c'est un camarade tout à l'heure qui a parlé de déshérence. Il me semble que ce mot caractérise toutes les composantes de la gauche. Et pas seulement celles qui ont été évoquées tout à l'heure dans l'énumération qui présentaient différents courants. Tous les courants qui étaient présentés étaient des courants qui avaient participé à des coalitions gouvernementales. Mais il est pas mal de militants de gauche qui sont dans des organisations qui n'ont jamais participé à des coalitions gouvernementales, qui n'ont jamais voulu participer à des coalitions gouvernementales. Ils ont peut-être de petites organisations aujourd'hui, mais nous n'avons pas beaucoup de très grandes organisations. Il me semble que travailler à reconstruire la gauche dans la perspective qui a été dite suppose une démarche ouverte et très ouverte en direction de toutes et de tous, sans aucune exclusive. C'est la seule manière, me semble-t-il, de pouvoir bousculer le danger du leader, du Bonaparte. Et puis une toute petite chose encore, je crois qu'une des choses, toute petite chose, mais c'est une grande catastrophe, une des choses difficiles de notre époque, c'est les formes qu'a prises la mondialisation, les formes par lesquelles s'est imposé le maintien des échanges inégaux et le maintien des puissances coloniales et impériales, qui sont en plein renforcement, qui sont une des causes des guerres que nous connaissons et qui sont une des causes des profondes divisions des classes ouvrières de nos pays. Et c'est ce que nous voyons bien lorsque tous les jours nous constatons le renforcement de courants qu'on appelle d'extrême droite, qu'on appelle populistes, mais qui ont un fondement, c'est le racisme que nourrit le colonialisme et l'impérialisme. Et c'est une des raisons, je crois, pour travailler dans une perspective à long terme. Je pense aussi que Stalingrad n'a pas encore été atteint par Macron, et pour concevoir une vision de notre travail à gauche en France et à gauche en général, qui puisse travailler non seulement à la réunion des travailleurs de notre pays, mais à la réunion de tous les peuples du monde. Merci. Catherine de Nantes. Moi, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais revenir. Bon, ils se moquent de moi, là, en face, parce que je dis pas que je suis vice-présidente du conseil départemental, voilà. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut qu'on soit à la fois réaliste de la situation dans laquelle on est. Donc moi, la dimension temps,
même si je suis convaincue que les cendres le feu couvre sous la cendre et qu'il y aura des opportunités à un moment donné, le temps dans lequel on s'engage, ça peut s'accélérer, ça peut être long. En Allemagne, ça fait un moment que la division de la gauche entre Die Linke et le SPD et tout ce qui s'est construit font que la droite gouverne en Allemagne depuis très très longtemps. Au Portugal, il y a des choses qui ont été un peu plus rapides parce qu'ils ont réussi à recoudre des choses au niveau de la gauche. Donc moi je pense qu'il ne faut pas qu'on parte sur quelque chose de présupposé. On est dans une course de fond et il faut se donner les moyens de tenir. Voilà, moi c'est le premier élément de précaution que je voudrais prendre, en sachant, on tient parce qu'on sait justement que on n'a pas d'autre solution que le rassemblement de la gauche. Notre camp ne peut gagner que s'il est rassemblé. Et donc, qu'on le veuille ou non, il faut tout construire pour pouvoir le faire. Alors, après, je pense que ça va passer par des lieux différents. Il y a des lieux différents qui existent. Il y a des copains qui... Donc, on est un certain nombre sur Nantes à avoir quitté, par exemple, le Parti Socialiste cette semaine. Il y a d'autres copains qui sont restés parce qu'ils pensent que... ils veulent attendre le congrès pour voir s'ils peuvent marquer. C'est pas un problème. Et puis il y en a d'autres qui vont partir plus tard, et puis il y en a d'autres qui sont ailleurs. Moi je crois qu'il faut vraiment qu'on se dise entre nous que tout ça c'est pas un problème. Il faut que chacun puisse militer là où il pense qu'il va agir justement et qu'il va réussir à convaincre des gens de l'importance de la reconstruction de la gauche. Parce que oui, on ne sait pas encore on n'a pas un lieu précis pour aller. On s'est tous posé la question, on part mais pour aller où? Il n'y a rien d'évident. Donc en fonction des réalités locales aussi, hein, parce que, et des réalités locales qui peuvent être très, très diverses, parce que nous, il y a des copains qui nous disent dans notre section, on voudrait continuer parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts et on pense qu'on va réussir à aller plus loin. Nous, il n'y a plus personne dans la section. Donc une section de 250 personnes où on avait quand même l'habitude d'avoir des réunions il y a longtemps où on était 150 dans la réunion. Quand on est 20, on est content. Donc, et encore, on nous dit que c'est une section où il y a des gens qui viennent. Donc voilà, on se dit... après, je pense que vraiment, il faut se dire que c'est à chacun d'apprécier les choses. Ensuite, moi, sur quoi il faut le faire. Moi, je pense qu'on a vraiment une bataille à la fois de réflexion, sans revenir sur tous les thèmes qui ont été donnés. On voit bien quand même qu'il y a la gangrène qui se met petit à petit avec tout ce qu'on entend sur les entreprises, l'entrepreneuriat, et comment dans nos institutions, c'est quelque chose qui est très fort, mais comment c'est très fort aussi porté dans les cités. Quand moi je vois des gens qui sont très fiers de me dire je suis chef d'entreprise, parce que c'est une façon, parce qu'ils travaillent tout seuls mais c'est une façon de retrouver presque de la dignité. Donc nous, la dignité, il faut qu'on la construise ailleurs justement. Il faut qu'on montre qu'il y a une possibilité de dignité ailleurs et qu'on travaille vraiment sur ces questions économiques. La bourgeoisie, elle se structure, elle sait concentrer le capital, elle sait faire et valoriser. Nous, il faut qu'on soit en capacité de valoriser aussi la solidarité et les batailles pour les conditions de vie très concrètes. Parce que si on ne passe pas sur ces éléments-là, sur ces réseaux de solidarité qu'on doit mettre en œuvre, bien on n'y arrivera pas. Mais ces réseaux de solidarité, à mon sens, il faut avoir conscience, il en existe par-ci, par-là. Il y a des batailles qui sont un peu fortes à tel moment. Il y a on a les restos du cœur d'un côté, on peut avoir tous les réseaux de solidarité avec les migrants, mais c'est chacun dans son coin avec son petit bout de solidarité. C'est nécessaire parce que ça permet d'avoir un contact particulier. Mais le réseau de solidarité qu'on doit construire nous, si on doit lui donner justement un débouché politique, c'est qu'il faut qu'on le mette en relation avec le fonctionnement d'économie monde. Et qu'il faut qu'il y ait des lieux où ces choses-là se discutent. Mais
Donc moi, je pense important qu'on soit à la fois dans l'action concrète, sur des terrains, et qu'on essaie de rassembler aussi ces mouvements de solidarité qui peuvent exister un peu partout, mais en leur donnant un débouché. Parce que sinon, le débouché, c'est aussi l'affrontement. C'est la personne au RSA contre la personne qui a un emploi, c'est les migrants contre le SDF, et c'est les gens qui viennent... Enfin, on est confronté, moi, y compris en tant qu'élu, je suis confrontée régulièrement à des gens, à la fois, il faut faire quelque chose pour les migrants, pour l'accueil, dans le département, pour l'accueil, par exemple, des mineurs étrangers, où il y a beaucoup de choses qui sont faites, et en même temps, on a à côté des gens qui viennent voir en disant « mais c'est scandaleux, vous proposez un logement pour eux, moi ça fait 3 ans que j'attends mon logement, comment on fait ?» Donc nous, on doit donner le sens et montrer comment dans les batailles économiques, sur les questions sociales, dans le sens économique du terme, on peut donner un débouché unique à ces différentes questions. Et ça, je pense qu'il faut qu'on fasse donc vivre cette fameuse fédération, mais on la construira pas comme ça. Pour l'instant, on va faire des choses assez informelles. Il faut accepter d'avoir des lieux d'unité à géométrie variable, parce que je pense qu'il y a des... on n'arrivera pas à voir tout le monde tout de suite, même s'il faut rester extrêmement ouvert. Il faut accepter d'avoir des actions à géométrie variable dont le but est qu'on les agglutine les unes avec les autres pour essayer de déboucher sur quelque chose de beaucoup plus grand, les petites pierres qui vont nous faire la montagne. Bonjour, Jacques Lavaux, 40 ans de Parti Socialiste, je n'y suis plus et j'étais pour info dans la même section que Sybille Fassot. Vous avez devant vous un socialiste qui est en état d'errance. Je suis vraiment en état d'errance. Je suis passé de la colère à l'indifférence et maintenant un peu à l'aigreur. Et je ne parle pas pour moi spécialement, mais je pense que effectivement, quand on veut mettre ça dans le temps, je crois qu'il manque une étape. L'étape qu'on dirait dans un parti classique de l'analyse critique, mais je pense qu'il manque un temps collectif pour exprimer son aigreur. Parce que la gauche n'a pas disparu, je suis convaincu qu'il existe des millions de femmes et d'hommes qui ont besoin d'exprimer leur aigreur. Il faut donc leur donner un temps pour qu'ils expriment leur aigreur. Il y a peut-être un moment, je crois que mai 68, sans faire un combat d'anciens, a quand même marqué notre société, et ça va être sans doute un temps de réflexion, du moins un temps fort, peut-être pas un temps magnifique. Et il y a Michel Vinocq qui avait dit quelque chose d'intéressant sur 68, qui explicite un peu les gauches, selon certains, irréconciliables. Michel Vinocq avait dit les étudiants étaient descendus dans la rue pour critiquer la société de consommation, et les ouvriers étaient descendus dans la rue, c'était pour acheter des voitures que les étudiants brûlaient. Cette contradiction, il faut arriver à la résoudre, et l'unité de la gauche, elle passera par là. Je crois qu'il y a des temps à mettre, et je suis d'accord avec toi. On a longtemps espéré l'avènement de la gauche, ça a été long, ça a été chaotique, mais je crois qu'il faut pas renoncer, il faut faire montre de ceux qui n'ont pas renoncé. Ensuite, je ne voudrais pas rajouter à la longue liste des dangers, mais toujours en me situant dans la perspective du temps. Il y aura des temps forts. Les municipales seront un temps fort parce que c'est la politique du quotidien et c'est souvent là où on arrive à reconstruire quelque chose. Et il me semble qu'effectivement, il y a certains... la réforme du Code du travail, on voit, c'est frontal. Il y a cependant des réformes qui sont sous-jacentes, qui m'apparaissent très très importantes. C'est tout ce qui a trait aux collectivités locales, à leurs compétences, à leur financement. En réalité, Macron lance un mouvement de recentralisation où il combat finalement une disposition constitutionnelle, la libre administration des collectivités locales. Et c'est, à mon avis, ça va être un choc, mais qui ne va pas être frontal, parce que c'est un débat difficile, très souvent technique, mais je pense qu'on devrait pouvoir anticiper ça
Et ça peut être un facteur d'union. Parce que lorsqu'on sera confronté par exemple, à des régions maintenant qui ne votent plus l'impôt, c'est quand même quelque chose de catastrophique. Alors que c'est sous-jacent à la liberté des collectivités locales, ça peut être un levier pour unir les forces progressistes et de gauche à ce moment de temps fort. Bonjour, donc moi je m'appelle Petit Sem, j'ai 36 ans, originaire de Bourges mais de Poitiers depuis septembre. Et donc pour me présenter rapidement, avec mon camarade Tunkay Silji, je m'excuserai si je le prononce mal, je crois que depuis des années je ne m'y suis jamais faite, qui est donc juste ici. Nous avons tenté il y a quelques années de créer un collectif qui s'appelle le collectif Stop 3CDD, que peut-être certaines personnes connaissent ici. Et déjà à l'époque, nous étions mobilisés pour dénoncer justement la précarité jeune en particulier, et les CDD notamment, et la fameuse loi Rebsamen. Alors j'interviens aujourd'hui puisque je souhaitais rebondir sur justement les contrats aidés qu'un camarade a évoqué. Très rapidement, j'ai un propos un peu plus nuancé sur la question des contrats aidés. J'en ai moi-même bénéficié il y a au moins 10 ans en arrière. Je ne pense pas qu'il fallait les supprimer, néanmoins je ne pense pas qu'il faille les maintenir sans une réelle politique de lutte contre le chômage. Je pense qu'on ne peut pas dire c'est bien ou c'est pas bien, mais qu'ils ne vont pas sans une réelle politique d'accompagnement à l'emploi. Les contrats aidés, c'était un vrai problème, notamment un problème dans le sens où ce n'était pas une solution durable, un problème dans le sens où le ciblage initial des contrats aidés, qui initialement était prévu pour des personnes, si ma mémoire est bonne, avec une faible formation ou pas de formation du tout, ou alors pour les personnes en chômage longue durée, et donc pour leur permettre d'avoir une expérience qui soit première, ou simplement de remettre un pas dans l'emploi. Finalement, ces contrats aidés ne répondaient plus à cette question-là. Moi, j'en ai bénéficié alors que j'étais pas dans les critères. Et puis surtout, pour moi, alors je sais que certains n'aiment peut-être pas l'expression, mais pour moi, il y a une tendance depuis des années à une smicardisation des salaires. Là, je souhaite surtout insister sur la précarisation des jeunes diplômés. J'ai 36 ans, et avant que je reprenne une réinsertion professionnelle, dans le sens où je change complètement de formation, j'étais autrefois dans les assurances, encore avant publicitaire, et j'ai repris totalement mes études il y a 5 ans pour devenir avocate, je l'espère, mais j'ai pas encore fini. Et pour vous dire que avant cela, j'ai enchaîné des CDD pendant une dizaine d'années, et au SMIC, alors que je sortais d'école de commerce. Et des camarades comme ça, j'en ai plein à vous présenter. Alors vous allez au Pôle emploi, je les critique pas puisque j'ai moi-même été agent administratif au Pôle emploi en contrat aidé, c'est formidable. Donc une chômeuse qui questionne d'autres chômeurs. L'avantage, c'est que quand on vous dit « Madame, vous pouvez pas comprendre », alors là vous lui dites « Alors là mon coco, je te comprends parce que je suis dans le même bateau ». Donc pour vous dire que le contrat aidé, il répondait plus à la question première. Et alors aujourd'hui d'ailleurs, je crois que Macron l'a pas supprimé totalement. Enfin, la mode maintenant, c'est de remplacer les noms. Donc je pense qu'il l'a, je vérifiais tout à l'heure encore sur internet, il l'a remplacé par le parcours emploi compétences. Et je terminerai sur ce point. Alors c'est quoi ? En fait, c'est un contrat aidé, pareil, il y a toujours une subvention de l'État, je sais plus à combien de pourcents. La seule chose, c'est qu'on vous oblige à faire une formation. Alors, moi, la question de la formation, ça m'agace. Parce que, d'accord, c'est une question qu'il faut aborder pour le chômage. Il n'y a pas de problème. Il y a des jeunes enfin des jeunes, j'aime pas utiliser ce mot, ça généralise trop, mais il y a une partie, on va dire, de jeunes qui effectivement est en décrochage et qu'il faut aider par la formation. Mais je trouve j'espère qu'on développera ça lors d'ateliers dans les mois à venir et peut-être cet après-midi, mais c'est une question majeure qu'il faut aborder parce que je trouve qu'on a trop tendance à se cacher derrière ce prétendu déficit de formation. Aujourd'hui, et j'aimerais qu'on s'intéresse plus à ça parce que de
de mon modeste regard, j'ai le sentiment que même les gouvernements précédents ne se sont pas attardés sur la question de la jeunesse diplômée et qui parfois n'est pas forcément inexpérimentée. Moi, je me souviens d'un entretien dans un cabinet d'huissier où je sortais pour un CDD, où je sortais d'un CDD de juriste à la CAF, où j'avais été embauchée encore en dessous du SMIC, 1080 € net pour 37h05 hebdomadaires, parce qu'ils ont des conventions avec l'État qui fait que ça les autorise à vous embaucher en dessous le SMIC. Et bien, le cabinet d'huissier me dit... pour un CDD, vous avez été à combien dans votre dernier CDD ? Monsieur, j'étais à 1080 net. Et là, je l'entends avec sa collègue dire ah bah la chance, comment ils ont fait la CAF ? Ils ont des accords avec l'État. Et de là, il me propose bah oui, mais vous voulez pas et enfin vous aussi, voilà, être au SMIC. Et là, je lui ai dit, je suis désolée, mais mes finances et mes diplômes et moi, et ben, on en a marre d'être au SMIC, et j'ai claqué la porte. Alors, vous dites ça au conseiller Pôle emploi, vous pouvez pas, hein, on va vous dire, bah oui, mais non, mais vous refusez un emploi. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de fond. Je vais pas m'éterniser, mais voilà, j'espère vraiment que cette question-là sera centrale. La question de la jeunesse, oui, la question de la formation, il n'y a pas de souci, on en entend parler à tout bout de champ, mais il y a aussi une grande partie des jeunes qui est déjà formée et qui n'est pas forcément sortante de voie de garage, comme des fois on peut vous dire, bah oui, mais ça dépend le cursus que tu as pris, et qui est là sur le marché du travail et qui est totalement désabusé et qui ne trouve pas de boulot ou alors qui se brade. Et ça, c'est juste pas normal. Et juste pour terminer, concernant ce domaine justement de l'emploi et de la jeunesse, il y a un réel problème également au Pôle emploi, ça vous le savez tous, mais je cite toujours des exemples et donc j'en citerai un dernier. J'ai beau être juriste et donc en emploi là actuellement en CDD jusqu'à juin, en même temps que je poursuis donc mes études de droit. Le Pôle emploi, alors qu'il sait que je suis en poste et qu'il sait que je poursuis les études de droit puisque je suis en prépa à l'école d'avocat de Poitiers, le Pôle emploi continue de m'envoyer des offres de formation. Alors je vais vous les citer. La première offre de formation, c'était pour être... Je ne critique pas le métier que je vais vous citer, c'est juste pour vous dire que c'est en totale inadéquation avec mon profil, et je ne suis pas la seule à être dans ce cas. On m'a proposé au mois d'août une offre de formation, un emploi pour être confectionneuse de canapés. On m'a proposé, je crois, vers octobre, et j'ai encore les emails, d'ailleurs, à chaque fois, je fais des SMS à GG et je lui dis « Oh, dis donc, regarde, c'est drôle, cette fois-ci, on m'a proposé ascensoriste, 2 fois. » Et puis, hier, j'étais dans le train pour venir ici vous voir et on m'a proposé, je disais à Françoise hier soir, justement, je disais « Oh, faudra que je te montre un mail. » Cette fois-ci, ils ont fait fort, ils m'ont proposé une formation pour être chauffeuse routier. Alors, je réponds plus. Mais c'est vrai que du coup vous êtes contraint de refuser des offres et puis des formations, et je sais pas avec Macron ce que ça va donner, mais voilà, il y a un vrai chantier. Le fonctionnement du Pôle emploi, que je dénigre pas, j'y ai travaillé, je sais que c'est pas facile. Pour avoir posé la question, ils ont un logiciel, et en fait le logiciel trie de façon aléatoire les profils et il vous envoie les offres. Donc j'ai eu la réponse, mais ça paraît quand même dingue. Donc à ce rythme-là, je pense qu'on a un vrai problème, on va pas y arriver à ce rythme-là, et je pense qu'on a un vrai problème d'adéquation entre les offres, les candidats. Il y a des candidats, mais il n'y a pas forcément l'adéquation entre les deux. Et puis s'attarder à la valeur du diplôme et puis à cette smicardisation. Les contrats aidés, c'est bien, mais attention, on a tendance ça précarise malheureusement également la jeunesse. Voilà, je suis désolée d'avoir été longue. Bonjour, je m'appelle Charles Cala. Je suis toujours membre du Parti Socialiste, où je suis entré le 9 novembre 1970, n'est-ce pas, monsieur Jalamion ? Il était déjà là. Je suis toujours, je trouve ça très amusant, c'est absolument impressionnant. Le fond, il y a quelque chose de très très grave dans notre politique, c'est que nos concitoyens sont loin des réalités. Vous savez, il y a un couplet dans l'Internationale, l'oppression, son délire, maintient l'ignorance surtout. Un peuple est grand quand il sait lire. Exemple évident sur la démocratie.
il y a 15 jours, la presse française, avec unité, à l'unisson, accord, j'insiste bien sur le mot, accord pour un gouvernement SPD-CDU en Allemagne. Et puis on s'aperçoit au fur et à mesure, il n'y a pas d'accord. Il y avait un protocole d'accord, appelez-le projet d'accord, ébauche d'accord. Ils avaient sauté la case démocratie. Au SPD, étrange parti, on invite les militants à voter. Quand ils votent, on publie les résultats. Et ne le répétez pas, on en tient compte. Aucun journal français ne semblait, le jour où le protocole d'accord a été signé, savoir qu'il y avait tout ce processus derrière. Comment ? Il y a eu la même chose avec l'accord sur le Canada, appelé CETA. Quand le projet d'accord a été signé, les journaux ont titré « accord ». Ils n'ont pas dit « protocole ». Enfin, employez les mots que vous voulez pour dire. Mais c'est pas grave parce que l'information est fausse. C'est grave parce qu'ils sautent la case, appelez-le débat, appelez-le discussion, qui est le fondement de la démocratie. Quand ça retourne et qu'on discute, il y a démocratie. C'est ça l'acte démocratique. C'est pas de prendre une décision, c'est la façon de la former. Bon, il y a quelque chose d'effrayant. Donc il y a quelque chose d'urgent, c'est de repartir, d'avoir un discours qui ne porte même plus tellement sur les faits comme nous les avons, mais à chaque fois à les rattacher, à les mettre en perspective du cadre démocratique, du cadre économique général. Et j'ai aussi quelque chose qui m'a mis très en colère. Il y a 15 jours, Attac a été amené au tribunal parce qu'ils avaient envahi les magasins d'Apple. Le même jour, le gouvernement irlandais a décidé enfin à prélever l'impôt sur Apple en Irlande. Attac a sorti un communiqué, mais je me demande d'où ils sortent, les gars. Grâce à notre manifestation à Paris, le gouvernement irlandais a enfin a enfin prélevé l'argent. Le journal Le Monde, le lendemain, a publié un article d'un pratiquement un tiers de page dans le même esprit. Imaginez-vous dans cet article qu'Attac se soit pris la tête, je veux bien. Le Monde ne cite pas une seule fois le nom de Madame Vestager, qui est la commissaire européenne, qui a tordu le droit européen pour obliger l'Irlande à prélever, et ne nous a pas dit non plus que l'Irlande a prélevé, parce qu'à cause du Brexit, vous savez l'histoire de la frontière d'Irlande du Nord, la Commission dans son ensemble a dit, si l'Irlande veut qu'on défende le libre circulation entre l'Irlande du Nord et la République, il faut que vous préleviez. Et ils leur ont tordu le bras, quoi. Aucun texte dans la presse française. Et un dernier point, depuis le 3 janvier, la Commission européenne a modifié le mode de placement financier. Vous pouvez plus, les banques ne peuvent plus truander leurs clients. C'est quelque chose. S'il y a eu quelque chose de terrible, l'association des banquiers des États-Unis est intervenue entre Noël et jour de l'an, vous savez, la bonne période là, où tout le monde est démobilisé, pour bloquer cet accord MIFID, M-I-F-I-D. Le journal Le Monde a consacré un quart de page à cet accord. Libération a consacré un entrefilet. J'attends que la gauche s'empare de ce texte. Regardez comme le monde financier va mal, même l'Europe, la Commission européenne, qui n'est pas une association de dangereux anarchoïdes, a fini par taper. Mais ce que je veux dire, ça me semble un argument intéressant. Je n'ai pas vu j'en lis plein des trucs de gauche, j'en reçois plein sur mon ordinateur, qui ait soulevé le problème du MIFID. Pourquoi la Commission, je répète, qui n'est pas composée de joyeux anarchoïdes, a-t-elle élevé les règles financières? C'est bien, même les gens qui ont peu tendance à nous écouter, qui pensent que nous sommes des illuminés, appelons les choses comme elles sont, tiens, les pas illuminés de la Commission tapent. Peut-être qu'il y a quelque chose à développer. C'est pour ça que je voudrais que nous essayons, je ne sais pas, je n'ai pas la solution à mes camarades. J'ouvre la porte et je crie, est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous devons adopter une autre façon de militer et réfléchir au point que nous levons. Bon, j'en ai plein comme ça, mais j'arrête ici, j'espère que vous avez compris de quoi je parlais. Bon, alors, non, ça va.
Alors, bon, je suis du Puy-en-Velay, je prends mon vacheron. Bon, je m'excuse, je suis arrivé en retard, parce que le premier train qui arrive à Paris, du Puy-en-Velay, il arrive à 11h. Voilà. Bon, donc j'ai manqué beaucoup de vos interventions, alors peut-être que je vais poser des questions qui ne servent à rien. Mais je vais quand même essayer. D'abord, quand j'anime une formation de responsable syndical, je dis toujours, quand on est responsable, on est là pas pour poser des questions, mais pour apporter des réponses. Eh bien aujourd'hui, je vais poser que des questions. Parce que je n'ai pas de réponse. Parce que je ne suis pas un responsable politique. Alors, et les questions, il faut qu'on se les pose. Parce que sinon, si on ne se pose pas ces questions, on n'aura pas de réponse. Pourquoi le PS est devenu ce qu'il est? Pourquoi nous avons échoué de l'ancrer à gauche? Pourquoi le candidat du PS, imposé par les électeurs de gauche, a fait un score plus faible que Rocard et Defferre réunis en 1969? Pourquoi JLM, plus amont, en pourcentage, ont fait moins que Duclos, Defferre et Rocard en 1969? Pourquoi l'affaiblissement du PS aujourd'hui n'est pas comblé par une offre politique à vocation majoritaire? Pourquoi le besoin de gauche, si évident, continue, la dispersion de la gauche continue à être aussi importante? Alors, la politique d'Hollande au pouvoir conduira-t-elle au même résultat que celle de Guy Mollet en 1958, 60 ans plus tôt? Serons-nous contraints à attendre 10 ans de macronisme pour voir le salariat se lever, 10 ans après, comme il l'a fait après l'arrivée de De Gaulle, et encore attendre 13 ans après pour avoir la gauche au pouvoir? C'est-à-dire, encore, on en est en train d'en prendre pour 23 ans? C'est drôle, hein? L'optimisme de la volonté suffirait-il à empêcher le macronisme à imposer son libéralisme? Alors, défendre l'unité de la gauche, mais avec quelle force conséquente? Avec quelle force? Comment, aujourd'hui, lutter contre la dispersion et quelle crédibilité on a? Parce que on est confronté à ça. Les militants, ils vous le demandent tout de suite. D'accord, on est d'accord avec toi, mais comment? Avec qui? Bon, et puis, alors là, les mouvements sociaux, là, je sais, le mouvement social, tout le monde rêve du mouvement social. Ah, si on avait le mouvement social, c'est sûr qu'on aurait un problème. Mais pourquoi on n'a pas de mouvement social? Eh ben, c'est simple. Parce que quand il n'y a pas de débouché politique à gauche, le mouvement social hésite à se mobiliser. C'est idiot, mais c'est toujours comme ça. Quand on me dit, il n'y a pas... Ah, mais en 68, il n'y a pas eu de débouché. Oui, en 67, la gauche avait progressé, et en 67, aux législatives, la gauche avait progressé, et à 11 mois près, le gouvernement a failli tomber le 22 mai 68. Excusez-moi de vous dire ça, ça pose pas un problème? Il n'y avait pas déjà une tendance à la pousser à gauche? Aujourd'hui, c'est pas le cas. Bon, et je dis ça parce que je voudrais quand même qu'on se pose vraiment ces questions-là. Et donc, alors bien sûr, peut-être qu'on est contraints à devenir tous des zapistes pour résister à Macron. Je ne crois pas ça. Donc voilà, je n'ai pas de réponse, mais j'ai beaucoup de questions. J'en ai encore beaucoup, si vous voulez. Mais je vais arrêter là. Oui. Alors, puisqu'on parle de la situation générale dans laquelle on se trouve, ah oui, Fétis Schuder, je suis d'Aubervilliers et je suis élu local. Ah. Alors je suis dans aucun parti politique ni aucun mouvement, même si j'ai été proche pendant un temps du parti de gauche et des Insoumis. Et bien avant, j'ai été également au PS. Bon, j'en suis parti quand même avant 2012. Bon, voyant les divagations un petit peu du candidat qui était sorti vainqueur des primaires, à savoir François Hollande, et qui nous a bien fait mal après.
Pour autant, je vais pas tant taper sur lui, je vais plutôt essayer de regarder nos propres responsabilités. Nous-mêmes, quand on a dirigé des collectivités, quand on s'est soumis de toute façon au doxa libéral, il faut pas se mentir. Je sais pas quand est-ce que on va se poser la question aussi de l'insurrection qu'on pourrait mettre en place dans les institutions. Je vous donne un exemple. Dans les collectivités, quand on construit nos budgets, j'ai pas l'impression qu'il y ait une véritable résistance. On râle 2 minutes, on se dit mais oh là là, ce gouvernement, mais qu'est-ce qu'il fait? Encore 13 milliards d'euros en moins pour les collectivités territoriales. Mais qu'est-ce qu'on fait après? En vérité, les élus avalisent. Quand est-ce qu'on va se mettre à essayer d'engager une crise insurrectionnelle là-dessus? Parce que moi, je pense que il y a moyen, si on se met d'accord avec toutes les villes que nous avons dirigées, de créer une crise de ce type-là. Il suffit juste de se mettre hors la loi et de voter des budgets en déséquilibre. Et je crois qu'il y a une grande campagne à faire là-dessus. Je crois que c'est nécessaire parce que, au final, sinon, les gens se disent quoi? Mais il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite. Vous dirigez de la même manière. Vous acceptez de toute façon les mêmes budgets et vous acceptez les mêmes contraintes. Ça, ce discours, depuis que je suis élu, je l'ai entendu des centaines de fois. Thyssen parlait de la jeunesse. C'est pareil, la jeunesse, c'est toujours un enjeu de campagne qu'on met. Mais ensuite, on se retrouve à le sacrifier, ce secteur, tout le temps. Et quand vous avez besoin de discuter sur les orientations politiques et de dire bah, écoutez, on avait dit que la jeunesse était prioritaire. Oui, mais c'est pas une compétence obligatoire. C'est pas une compétence obligatoire, donc on va s'intéresser peut-être un petit peu plus à ce qui nous concerne, l'urbanisme. Mais bon, ça, vu que la métropole, la création des grandes métropoles prévoit des transferts de compétences, comme c'est le cas pour le Grand Paris, eh ben on se retrouve de toute façon à avoir de moins en moins de pouvoir là-dessus. Et au final, je me dis qu'on a nos propres responsabilités aussi sur ce sujet-là. Donc il faut le regarder. Ensuite, il faut s'appliquer les principes qu'on veut porter. On parle tous de 6e République. Vous avez vu? Mais le spectacle qui a été donné par 2 candidats qui avaient la possibilité de se rassembler. Ils se sont retrouvés entre eux, ils ont acté leur désaccord et ils nous ont dit soumettez-vous à ce désaccord. Mais moi je pense que quelqu'un qui prône une 6e République, il se serait pris différemment. Moi j'avais vu les Insoumis, je leur avais dit mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une consultation là-dessus? On m'a dit pas possible. Par contre au second tour, il y a bien eu une consultation pour savoir si on allait voter Macron ou pas. Donc, des fois, il y a aussi une hypocrisie qui amène les responsables qu'on a, d'ailleurs qui n'ont pas toujours connu le monde du travail, il faut le savoir aussi, et qui parlent du monde du travail avec un dogmatisme qui est assez déplacé. Je pense que il y a déjà la nécessité de devoir se choisir peut-être de meilleurs dirigeants, j'ai envie de dire, et peut-être de meilleures façons de fonctionner, de meilleures méthodes de rassemblement. Bonjour à tous, je m'appelle David, je viens de Normandie. Alors moi, j'ai jamais été encarté. J'ai voté à la primaire de la droite pour éviter Sarkozy, et j'ai voté à la primaire de la gauche pour éviter Valls en votant Hamon. Et j'ai beaucoup milité pour le rapprochement de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon, donc malheureusement qui ne sont pas faits. Et depuis, je suis un militant actif de France Insoumise. Et justement, moi je participe, donc je vais être l'un des rares à être présent. Mais je participe parce que je pense qu'il faut justement qu'on ait des espaces de discussion où on puisse échanger, où on puisse construire des choses, et surtout essayer de ne pas penser aux intérêts personnels. Je suis aussi un élu local, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui pensent beaucoup à leur petite carrière. Ils sont bien tranquilles, mais ils ne pensent pas aux problèmes que les gens connaissent partout. Et donc Jean-Luc Mélenchon parle de fédérer le peuple au lieu d'unir la gauche, mais je pense que les deux sont possibles. Il faut qu'on arrive à lâcher la télévision, à lâcher BFM Macron, à aller faire l'éducation populaire, à expliquer aux gens. C'est aussi pour ça que j'aime bien les vidéos de Gérard Filoche, parce qu'il met de la vie dans ses vidéos, il explique bien aux gens ce qu'il y a dans le code du travail, dans la destruction.
Et je pense vraiment qu'il faut qu'on travaille à ça, qu'on aille près des gens, qu'on ne fasse pas que parler entre nous, mais qu'on agisse, qu'on aille voir les gens qui ont des problèmes pour se nourrir, les gens qui ont des problèmes de formation, les aider. Quand on a, je pense, comme une grande partie ici, des facilités dans la vie, bah, on peut agir directement. Et c'est là-dessus. Donc j'entends des discours en disant Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, ils font leur truc dans leur côté. C'est vrai, mais voilà, ce sont des politiques. C'est compréhensif, mais nous, on n'est pas des politiques. Et je pense que justement, on peut travailler à ça. Dans la France Insoumise, c'est pas un bloc concret. Il y a beaucoup de gens qui viennent de plein d'horizons. Enfin, c'est un mouvement, c'est pas un parti. Et pour l'instant, bon, il y a eu des discussions. Il y a eu un premier congrès, enfin, les amphis, on a parlé, mais c'est un espace où on peut échanger, où il y a plein de désaccords. On n'est pas tous d'accord à 100% avec l'avenir en commun. On espère qu'en 2022, ça sera révisé aussi, qu'il y aura des choses. Et j'espère que reconstruire la gauche, on verra comment ça s'appellera plus tard, mais j'espère qu'il y aura des espaces de discussion pour justement décider des actions à mener et pas juste penser qu'aux élections. Alors les élections, c'est important, hein, je suis d'accord, sans élections, on n'a pas le pouvoir, mais on peut faire, je pense, sans avoir forcément les postes d'élus, je pense qu'on peut faire des choses quand même. On peut s'approprier le terrain, on n'est pas obligé d'attendre en disant, bah voilà, mince, Macron, la droite néolibérale est passée, qu'est-ce qu'on fait? On attend pendant 5 ans, on fait rien. Non, je pense qu'il faut agir et faire des petites actions. Enfin, moi, je navigue pas mal en France et un peu à l'étranger, mais c'est par exemple, comme je disais, rapporter à manger, vous avez des couvertures qui traînent, enfin, c'est aller parler aux gens, c'est aller faire... Le terme éducation populaire, il est souvent péjoratif, mais il faut se le réapproprier en expliquant aux gens que, au lieu de regarder de la télé-réalité à la télévision, peut-être télé-regarder, je sais pas moi, Requiem, For the American Dream, Noam Chomsky, c'est pas mal, ça permet d'apprendre des choses, regarder les vidéos de Gérard Filoche, comme je disais, enfin, il faut aller sur d'autres moyens, lire Passerelle, même si il y avait un article qui m'avait pas plu la dernière fois, mais voilà, c'est bien, il faut qu'on échange. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble, peut-être pas pour les élections pour l'instant, mais au moins, sur l'année 2018, aucune élection, très bien, il faut vraiment qu'on arrive à parler. Alors je ne sais pas à qui vous avez demandé au niveau de la France Insoumise. Voilà, Danielle Simonet, c'est juste une personne. Mais c'est... Oui, mais voilà, enfin, elle est pas... je l'apprécie, hein, elle scande beaucoup de choses pendant les manifestations. Mais je veux dire, il faut réussir à parler. On parle des groupes d'appui qui sont des groupes d'action maintenant. Enfin, allez voir les gens, on échange avec Génération.s, on échange avec des gens d'ensemble, d'attaque, mais il faut vraiment qu'on se mette à parler ensemble et qu'on voit les différences et les points communs. Je pense que c'est là-dessus. C'est ce qu'on va essayer de faire. Merci. Mon histoire politique, elle se résume dans ma jeunesse à avoir milité au Parti communiste, d'avoir fait 6 mois au PG il n'y a pas si longtemps et d'avoir fait la campagne sur Pantin-Aubervilliers, puisque je suis pantinois depuis 1 an. Alors moi, l'expérience que je peux te dire, l'idée que j'en ai, c'est qu'effectivement, il y a le mouvement créé par Mélenchon, ça crée une sacrée dynamique, puisque j'ai fait la campagne, et on a quand même battu la maire Guigou et le camarade de la RIC pour le PC. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même si le député qu'on a puisqu'on a un député maintenant, c'est quelqu'un de jeune et qui n'était pas du tout connu. Bon, après, le problème qui est posé, c'est le suivi. Aujourd'hui, il y a encore une activité sur Pantin et sur Robert, mais elle est relativement très faible. C'est-à-dire que le mouvement, c'est bien parce que le mouvement, ça ne demande rien aux gens. Vous participez ou vous ne participez pas. Quand il y a un moment important comme la campagne électorale, et notamment présidentielle, forcément, ça fédère, ça amène des gens, et ils ont été dynamiques. Alors, comparativement au Parti communiste, qui est encore fortement implanté dans le quartier, ils ont été, alors le PS, je n'en parle pas, ils ont été fortement dynamiques, même maintenant, ça chute. Alors, l'objet de cette réunion, c'est de dire, de votre réunion, c'est reconstruire la gauche. Bon, ça c'est clair que le terme de gauche, il a été galvaudé, et on voit bien que les deux mouvements qui ont pris l'élection différemment, que ce soit Macron ou Mélenchon, ça a été, c'est les deux mouvements qui se sont fait connaître. Et aujourd'hui, on n'entend pas parler du PS, on n'entend pas parler du PC, on entend parler que de la France Insoumise, qui a une certaine dynamique au niveau de l'Assemblée, mais localement, zéro.
Moi, je dis que ça s'est cassé la gueule. Localement, c'est faible. Alors, surtout dans les quartiers populaires auxquels j'appartiens, c'est-à-dire 93, des choses comme ça. Donc, c'est un désert politique, quelque part. Hormis l'audience sur les médias, enfin, les choses comme ça, la vie locale est un désert politique. Et ça, à mon avis, c'est fondamental. Alors, le reconstruire, c'est compliqué, parce que j'ai entendu tout à l'heure FGDS. Alors, FGDS, c'est 65-68, faut arrêter, quoi. Fédération des gauches socialistes, bon, moi je veux bien, mais bon, ça a vieilli, ça a pris un coup de vieux, quoi. Le Front de gauche, c'est un parti dominant qui s'appelle le Parti communiste, avec une idée, maintenir le peu d'élus qu'il a, pour des questions de fric aussi, parce qu'il faut parler clairement. Et comment dirais-je, après ça éclate, parce qu'il y a des gens, parce que la démarche de Mélenchon, elle a quand même une certaine cohérence. Politiquement, il y a du contenu politique en termes de propositions politiques. Donc c'est des choses, ça a une certaine dimension. Ailleurs, au PS, il n'y a plus de dimension. Parce que pourquoi tout ça s'est explosé? Parce qu'à force de faire la même politique, de faire des promesses et de ne rien apporter aux gens, si ce n'est que des déboires, effectivement, la gauche est à reconstruire, mais l'électorat est à reconstruire. Parce qu'on a quand même la moitié de la population en France qui ne vote pas, quoi. Et pourquoi elle ne vote pas? Donc ça veut dire que c'est le rapport quotidien aux politiques, le rapport quotidien du politique à la population qui peut faire qu'au moins ils peuvent participer, s'intégrer. Mais et actuellement, on en est loin. On n'a que des débats à tous les niveaux. Bon, alors forcément, ça nécessite le problème du militantisme. Et le militantisme, il se casse la gueule aussi bien chez les politiques que chez les organisations syndicales. Donc on voit bien que là-dedans, la fragilité, elle est liée au fait que... Et pourtant, on dit que le peuple français est un peuple politique. Alors, qu'est-ce que ça doit être les autres? Alors, parce que si on parle comme ça, qu'est-ce que ça doit être les autres? Donc, moi, j'ai pas de solution. Moi, ce qui me paraît déjà important, c'est qu'il faudrait clarifier un certain nombre de choses, parce que les histoires, comment Mélenchon, et pour revenir à ce que j'ai entendu aussi, Mélenchon, Hamon, tout ça, c'était du pipeau, ça ne menait à rien. La démarche de Mélenchon, elle était ancienne depuis un an. Il aurait perdu la moitié de ses voix c'est mon sentiment, en s'alliant avec Hamon, parce que qu'on le veuille ou non, Hamon, il était marqué politiquement, et la moitié des Insoumis n'auraient pas compris que, que Mélenchon, il a fricoté avec Hamon. C'est pas vrai, ça, j'y crois pas. Ça. Donc, la structure politique, quand il y a une démarche politique, on fait pas un volte-face en un an avec un candidat d'un parti qu'on a nié qu'on a démoli pendant un an. Tout ça, les électeurs, et puis on peut faire confiance à la presse pour avoir joué là-dessus et de nous avoir monté des cavales en général. Donc reconstruire, moi j'entends bien, je sais pas, la forme parti, moi j'y suis attaché, je suis dans le mouvement syndical, les structures me paraissent importantes. Les structures me paraissent importantes. Alors, effectivement, dans un mouvement, vous drainez des gens qui rentrent dans un dynamisme, qui n'ont pas forcément les mêmes idées, parce qu'on leur demande rien aux insoumis, sinon participer, ils viennent ou viennent pas. Ils ne se font pas engueuler s'ils ne vont pas à la réunion, ça c'est clair. Bon, donc, reconstruire. Mais moi, je vous en prie, FGDS, tout ça, moi je vous le dis franchement, je suis un antisocialiste, depuis 83. Et depuis 83. Et pourquoi? Parce que 83, on se dit de gauche et on fait de droite, c'est ça. Et c'est comme ça depuis 83. Alors je sais bien que la politique c'est compliqué, mais on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas dire le contraire. Et c'est ce que... faut espérer que Macron il fasse pire que ce qu'il... Enfin, je parle comme ça, mais je ne pense pas que la politique soit la meilleure. C'est pas ça qui fait bouger les masses. Mais le problème poser, rapprocher, ça va être dur. Parce que le congrès du parti communiste, moi je suis un peu, parce que je suis sensible à ce parti, parce que c'est aussi mon histoire personnelle, il est divisé, il est très divisé. Il y a les durs, alors, parce que je vous signale que le parti comme moi, j'ai écouté sur Internet le débat qu'ils ont eu pour l'élection présidentielle, s'il fallait présenter un candidat ou présenter appeler à voter Mélenchon. J'ai jamais eu un parti aussi divisé. Et les partisans du candidat communiste,
On revient aux années 50, quoi. Faut arrêter, quoi. On voit que c'est dur. Mais il y a des gens qui donnent espoir. Moi, j'aime beaucoup. Ça doit être le maire c'est le maire de la Courneuve ou d'Aubervilliers. Il dit la France insoumise, c'est bien, mais il y a quelques ayatollahs. Et il a raison quand il dit ça. C'est bien. Donc il y a quand même des gens là-dedans qui structurent. Je ne sais pas ce que va donner le congrès du Parti communiste, mais le fossé est important. Les désaccords entre le Parti communiste et le Parti socialiste, j'en parle pas, mais entre le Parti communiste et la France insoumise sont très forts. Je ne sais pas comment on va arriver, mais je crois qu'on va y aller à tonton. On va y aller à tâtons avec des gens qui sont de bonne volonté. Moi, je suis ici parce que j'ai des débats politiques souvent avec Jean-Pierre que je vois souvent parce qu'on n'est pas du même. Bon, mais je crois qu'il faut revenir sur les fondamentaux. Et moi, je vous le dis franchement, je continue à penser que la lutte des classes, c'est quelque chose d'important et que c'est là-dessus qu'il faut savoir où on est. C'est vrai qu'on sera obligé de faire d'alliance avec ce qu'on appelle la classe moyenne, mais bon, mais même c'est des gens qui vont morfler comme les autres. Il n'y a pas de raison que, comment dirais-je, dans le système actuel. Je suis sensible à des gens comme Lordon, je suis sensible à des gens comme Todd, parce que je pense que l'Europe, parce que Hamon, l'Europe, ce qui prouve, l'Europe, il y a besoin d'avoir un grand clash dans l'Europe, et là-dessus Mélenchon, il a raison. Moi, je le pense profondément. On ne peut pas continuer. Actuellement, on peut dire ce qu'on veut. Là, le débat, j'ai entendu un copain qui parlait de l'histoire du SPD avec en clair, c'est reparti. C'est la même sauce, tout ça. C'est la même sauce. Ils vendent la même chose. Donc, à un moment donné, il faut savoir se démarquer de tout ça, mais il faut savoir aussi entre nous, savoir quels sont nos fondamentaux. On est pour la lutte des classes ou on n'est pas pour la lutte des classes. On est pour l'Europe, et quelle Europe? Parce que l'Europe, actuellement, comme Lordon le dit très bien, Airbus, ça s'est fait sans l'Europe. On est capable d'avoir. C'est pas parce qu'on est anti-européen par rapport à l'Europe d'aujourd'hui qu'on est anti-internationaliste. C'est pas vrai, ça. La laïcité. Ah oui. Et la laïcité, c'est pareil. Le problème qui est posé, c'est le problème de l'Afrique. Si on ne soutient pas l'Afrique, on va avoir toujours des batailles comme ça, racistes qu'on a aujourd'hui. Parce que l'Afrique, elle bouge parce qu'elle est dans la merde. C'est pour ça qu'elle bouge, l'Afrique. Donc tous ces débats-là, c'est des débats qui sont importants. Mais la difficulté, c'est d'abord de dire quelles sont les choses sur lesquelles on est d'accord. Si on est d'accord sur la lutte des classes, si on est d'accord pour lutter contre le capital, c'est ça les choses qui sont centrales. Alors après, c'est compliqué parce qu'il y a la vie de tous les jours, la politique, c'est pas ça. C'est aussi des questions de compromis. Mais d'abord, le rapport, c'est sur les fondamentaux. Si on a des fondamentaux qui sont communs, on est capable. Mais il faut les respecter, ces fondamentaux. C'est pas, je veux dire, je suis pour la lutte des classes et après, on va fricoter avec le capital. Faut être clair là-dessus. Voilà, j'arrête. Oui, pour aller un peu dans le sens du camarade, il y avait une question qui était posée tout à l'heure par un camarade, c'était comment la trajectoire du Parti socialiste a pu aboutir au quinquennat de François Hollande, c'est-à-dire la trahison de la gauche. Ma réponse, moi, c'est l'échec de la social-démocratie, une fois de plus. C'est-à-dire l'incapacité, à un moment donné, à formuler un projet alternatif. Et s'il y avait bien une chose dont on ne parlait jamais au Parti socialiste, c'était bien le socialisme. Ça avait disparu depuis longtemps. Voilà. Alors même si la social-démocratie, elle a eu ses combats nécessaires, c'est-à-dire l'amélioration des salaires capitalistes, la réduction du travail capitaliste, la défense des protections sociales au sein du capitalisme. Mais la formulation d'un projet enthousiasmant, en tout cas dans lequel puisse se reconnaître le salariat, ça faisait longtemps que ça a disparu. Voilà. Même au PC, qui pourtant porte en gros communiste sur le fronton de son parti, est aujourd'hui keynésien. Bon, on peut dire c'est à peu près ça, la ligne politique économique du PC. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de réponse au chômage de masse, il n'y a pas de réponse à la crise écologique si on ne sort pas du système capitaliste, si on ne propose pas une alternative crédible au système capitaliste. Pour faire vite, pour finir, aujourd'hui, le bilan, c'est que la gauche a explosé, parce que justement, la mascarade, le PS a explosé, et la gauche s'est repolarisée entre, on va dire, l'AFI
et Génération. C'est-à-dire 2 écuries présidentielles au service de 2 candidats, Mélenchon et Benoît Hamon. Avec des militants sincères, dévoués, souvent plein d'espoir et d'ambition, mais avec des problématiques. Si nous, on sait bien que personne ne pourra gagner tout seul. On l'a vu, c'est un échec. La division mène, c'est le poison de la division, mène à la reconduction de la droite dans une 5e République systématiquement. Donc comment on peut arriver à une unité? Et la difficulté vraiment auquel on est confronté, c'est que à l'AFI, chez Mélenchon, on a quoi? On a quelqu'un qui formule, il a été clair, c'est un compromis constructif avec le capital. Voilà. Avec des positions qui consistent à vouloir une CSG progressive. Ça pose problème quand même, tout ça. Ça pose vraiment problème. De l'autre côté, on a Benoît Hamon. Si je résume, en gros, le problème, c'est pas l'affrontement capital-travail. Le problème, c'est qu'il faut adapter notre protection sociale au nouveau mode d'organisation du travail capitaliste, qui visiblement ne lui pose pas problème. Voilà. D'où le revenu universel qui serait ce panier minimum, et qui permettrait ensuite d'aller s'inscrire naturellement dans l'emploi capitaliste. Bon, ça va être très difficile de faire converger tout ça. En tout cas, de se retrouver sur des projets aussi clivants. Parce qu'effectivement, la protection sociale, la CSG, surtout, en plus, la protection sociale, c'est-à-dire que c'est la sécurité sociale, le modèle sur lequel s'est construit la gauche après-guerre, c'est quand même pas rien au cœur du projet de société auquel on aspire. Voilà. Donc je ne sais pas comment on va pouvoir répondre à ça. En tout cas, la gauche a besoin de dialoguer, ça c'est clair, et pouvoir formuler un projet dans lequel se reconnaisse le salariat. Parce que si le salariat n'a pas conscience de sa force, n'a pas conscience de son unité, ça va être très compliqué à gauche pour pouvoir faire l'unité et effectivement retrouver des aspirations des mouvements sociaux, etc. Moi j'ai quelques questionnements, mais avant juste, dans ton analyse, Eric, je pense que tu n'as pas omis ou tu n'as pas porté attention par rapport à la victoire de Macron. Bon, il y a toutes les trahisons, la division de la gauche, mais il y a quelque chose aussi que j'entends souvent, du moins dans l'entourage que j'ai, c'est aussi la corruption dans les partis traditionnels. Je crois que quand l'affaire Cahuzac a éclaté, et Girard a vraiment mené une bataille là sur ce plan honorable, je crois que ça y est aussi, parce que malheureusement, il y a du carriérisme et parfois ça amène certains élus à être tentés par certaines formes de corruption. Deuxièmement, sur les contrats aidés, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Baptissam. Je crois, bien sûr, ce n'est pas l'idéal, les contrats aidés. Mais néanmoins, il y a des gens qui vivent avec. Il y a une réalité. Moi, je suis encore pour quelques jours au PS et je suis syndicaliste. Et je peux vous dire qu'on a vu dans notre local syndical des gens venir pleurer parce que dans 3 semaines, leur contrat aidé allait s'arrêter. Je veux dire, c'est pas l'idéal, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui vivent. On peut penser ce qu'on veut, il faut réformer, il faut faire des choses mieux. Il y a les 5% de précaires par entreprise que nous proposions. Je pense que ça, c'est quelque chose de concret, valable. Il faut l'appliquer. 5%, pas plus de 5% de précaires dans chaque entreprise. Je pense que ça, tout le monde l'a compris. Et je suis bien sûr un partisan de la réduction de temps de travail pour lutter contre le chômage de masse, pour proposer des emplois viables. Et je ne suis pas d'accord avec ce que propose Benoît Hamon sur la fin du travail. Je ne suis pas très d'accord avec lui. Moi, mon questionnement maintenant, on est là dans une phase, on va dire, pour une majorité d'entre nous, on va sortir du Parti Socialiste. On est en train de construire quelque chose de nouveau. C'est notre première réunion. Mais moi, mon questionnement aujourd'hui, c'est on propose l'unité de la gauche. Je suis convaincu qu'on a toujours le choix, mais je suis convaincu que c'est le meilleur choix pour faire gagner notre classe sociale. Et sous une forme ou une autre, on peut être critique, on peut avoir la rage, l'aigreur, tout ce qu'on veut. Il faut passer par là pour faire gagner notre classe sociale, mais pour quelque chose de simple. C'est pour qu'on puisse vivre mieux. C'est ça. C'est pour ça qu'on se bat. Sinon, pourquoi on est là? Mais ma question, elle est là, c'est... On veut construire une fédération, une coalition, bref, je ne connais pas le mot. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va être pris au sérieux? Qu'est-ce qui va faire qu'on va être crédible?
qu'est-ce qui va faire que les autres camarades vont nous écouter, vont venir se rassembler autour de nous? Parce que je me rappelle quand même ça fait un peu plus de 10 ans que je suis au PS. Je me rappelle au moment des congrès, on a été l'un des seuls groupes qui avaient été ostracisés, éloignés, écartés. Et que le peu, Gérard, au BN, c'est des années de combat qu'on a obtenu. Cette question, moi je pense, elle est fondamentale. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être crédible, on va être pris au sérieux dans ce que nous proposons d'unité de la gauche? Ça, c'est... Et il ne faut pas que des camarades, plus tard, soient désarçonnés. Il ne faut pas créer des illusions. C'est un combat qui va être peut-être dur, qui va être long, et on l'espère le plus court possible. Mais ça, cette question-là, je pense, moi j'attends des réponses, ou des formes de réponses. Voilà. Et bon appétit à tout le monde. Vive la gauche. Merci Tounjaï pour ton enthousiasme. Il n'y a pas de réponse à tout ce qui a été dit, parce que le débat va continuer. Mon introduction, comme tout le monde ne l'avait pas entendu, elle sera sur le net, et puis j'essaie de mettre l'essentiel par écrit.